Bienvenue aux 6 minutes de la filière. Je suis le professeur Zahir Amoura, je suis chef du service de médecine interne 2, Centre national de référence lupus à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et je vais vous parler du lupus systémique de l'adulte. Le lupus systémique et chronique, ce sont deux éléments essentiels à garder en mémoire quand on prend en charge un lupus. C'est une maladie auto-immune, c'est le prototype des maladies auto-immunes systémiques car elle est capable de toucher tous les organes. C'est une maladie qui a une prédominance féminine importante. Quand on prend des cohortes de patients avec un lupus systémique, on a à peu près 90% de femmes qui sont souvent des femmes en âge de procréer et parfois la maladie s'éteint après la ménopause. C'est une maladie très polymorphe qui peut en théorie toucher tous les organes, même si chez un même patient, souvent on a 2 ou 3 organes qui sont touchés avec prédominance. Enfin, c'est une maladie qui ouvre les droits des affections de longue durée, fait partie des ALD, de l'ALD 21, donc il faut demander à votre médecin de la déclarer comme telle. Les principaux signes cliniques qui sont très fréquents au cours du lupus, à peu près 70 à 90% des patients, et aussi une atteinte articulaire. L'atteinte articulaire, elle est particulière au cours du lupus, c'est une atteinte qui est inflammatoire et qui touche les articulations, les petites articulations distales, donc essentiellement les mains. Dans 30 à 40% des cas, en fonction notamment de l'origine géographique des patients, on peut avoir une atteinte rénale qui survient au cours du lupus et qui est une atteinte sévère qui justifie un traitement adapté. Puis enfin, on a souvent, 30% des cas à peu près, une atteinte cardiaque ou pulmonaire inflammatoire et cette inflammation, elle touche la membrane qui entoure le cœur, donc le péricarde, ça donne une péricardite, ou le poumon, la plèvre, ça donne une pleurésie. Sur le plan biologique, on a souvent des modifications de l'hémogramme, de la numération formule sanguine, avec une anémie, une diminution des globules blancs, ce qu'on appelle une leucopénie, ou une thrombopénie, une diminution des plaquettes. Et puis enfin, le lupus est caractérisé par des anomalies immunologiques et notamment la présence d'anticorps, d'auto-anticorps dirigés contre les constituants des noyaux cellulaires, au premier rang desquels on trouve l'ADN, les anti-ADN, les anti-DNA, sont marqueurs du lupus. Et sur le plan physiopathologique, c'est une maladie qui est caractérisée par la production d'une cytokine, une hormone inflammatoire qui s'appelle l'interféron alpha. Le lupus, que je vous disais tout à l'heure, touche avec prédilection les femmes, en rose sur cette diapositive, donc 9 femmes pour un homme, et surtout après la puberté et avant la ménopause. Donc on a rarement un lupus qui se déclenche après la ménopause. Le lupus systémique, c'est vraiment le prototype de la maladie auto-immune. Tous les organes peuvent être touchés, donc ça veut dire qu'on va avoir des présentations de la maladie qui vont être très hétérogènes. On a coutume de dire qu'il y a autant de lupus que de patients. On trouve souvent au cours du lupus un point commun qui est la photosensibilité. Les gens peuvent faire des réactions anormales quand ils s'exposent au soleil, même dans une période non ensoleillée comme l'hiver par exemple. Et puis, au cours du lupus, on sait maintenant qu'il y a d'une part un risque d'accident thromboembolique, donc la présence de caillots dans les vaisseaux, favorisée par les anticorps antiphospholipides dans la moitié des cas. Et il y a également un vieillissement prématuré des vaisseaux au cours du lupus. Les hormones de la femme, les oestrogènes, jouent un rôle important dans le déclenchement du lupus et également dans le déclenchement de la poussée de la maladie. Donc, il faut avoir une veille particulière pendant la grossesse. Il faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas de complications chez la mère, de poussée de la maladie, et on peut avoir parfois la transmission par les anticorps anti-SSA, dans 1% des cas, de ce qu'on appelle le lupus néonatal, qui n'est pas très bien nommé, et c'est l'apparition d'un bloc de conduction auriculo-ventriculaire chez le fœtus, ou alors à la naissance des éruptions qui sont évocatrices du lupus cutané, et qui a tendance pour l'éruption à disparaître après l'épuration des anticorps de la mère. Les anticorps anti-SSA disparaissent et l'éruption disparaît également. Dans de très rares cas, c'est une forme qui est monogénique, 7% des formes pédiatriques, et on retrouve certains gènes qui sont mutés. Et on demeure pas moins que le lupus systémique de l'adulte, ce n'est pas une maladie héréditaire au sens où on l'entend habituellement.
la transmission d'une maman à son enfant du lupus systémique, elle est absolument exceptionnelle. La physiopathologie, elle est compliquée, on ne la connaît pas très bien actuellement. Il va y avoir une production anormale d'anticorps qui vont être dirigés contre les constituants des noyaux, et que ces anticorps soient seuls, soit associés aux constituants des noyaux, l'ADN par exemple, ou le nucléosome, vont se déposer dans les tissus, générer une inflammation in situ qui elle-même va libérer des antigènes du noyau qui va favoriser la production d'anticorps. Donc c'est une maladie à cercle vicieux. Il y a un terrain génétique qui est très prévalent chez l'enfant, beaucoup moins chez l'adulte. Chez l'adulte, on retrouve un substratum immunologique auto-immun, mais on a rarement dans la même famille la transmission d'un lupus de la mère à l'enfant. Toutes ces anomalies, souvent, elles se traduisent par la production en excès de l'interféron alpha, et actuellement, on a des médicaments qui sont capables de cibler cette hyperproduction. Et puis enfin, il y a un rôle important des œstrogènes, des hormones de la femme. On sait ça parce qu'il y a des lupus qui se déclenchent après la prise de contraceptifs contenant des œstrogènes, et surtout, on sait que le lupus peut être déclenché par la grossesse, ou que les poussées du lupus peuvent survenir en cas de grossesse. Les principes du traitement, ils ont beaucoup évolué ces dernières années. D'abord, la poussée, elle est différente d'un patient à l'autre. Donc, en fonction du type d'atteinte d'organes, on va avoir des traitements qui vont être codifiés de manière différente. C'est ce qu'on appelle la riposte graduée. Schématiquement, on peut avoir recours à l'hydroxychloroquine, c'est surtout vrai dans les atteintes cutanées ou dans les atteintes articulaires, je dis bien pour traiter la poussée. Et puis, on utilisait beaucoup les corticoïdes avant, on a tendance à essayer de les utiliser beaucoup moins. Les rhumatologues ont tendance à utiliser beaucoup les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais certains sont contre-indiqués en cas de lupus, comme l'ibuprofène, et puis ça peut favoriser la photosensibilité. Le lupus, c'est une maladie chronique, donc ça veut dire qu'il faut un traitement de fond, et ce traitement de fond, on le connaît maintenant, c'est l'hydroxychloroquine, qui est souvent donné à la dose de 2 comprimés par jour, 400 mg, auquel va s'associer des corticoïdes, souvent à faible dose, et puis des immunosuppresseurs, le méthotrexate, l'azatioprine, l'imurel, le cyclophosphamide ou l'acide mycophénolique, le MMF. Tous ces immunosuppresseurs vont être ajoutés au traitement en fonction du type d'atteinte. Et puis maintenant, on voit apparaître des biomédicaments. Donc, il y en a un qui a déjà l'autorisation de mise sur le marché en France, qui est disponible, c'est le belimumab. Il y en a un autre qui vient de l'avoir, c'est l'anifrolumab. C'est des médicaments donc, qui sont des anticorps monoclonaux qui sont capables de cibler de manière spécifique certaines cytokines et qui permettent de diminuer globalement l'activité du lupus avec des bons résultats en fonction du type d'atteinte. Bon, il faut venir régulièrement pour les consultations. Schématiquement, le lupus est une maladie qui est suivie par des spécialistes hospitaliers. On peut faire un hôpital de jour tous les ans pour vérifier l'absence de complications, favoriser la vaccination régulièrement, vérifier que le lupus n'est pas en poussée, prévenir le risque cardiovasculaire. Ça se fait essentiellement en hôpital de jour. Et puis parfois, on est obligé d'être hospitalisé sous la forme d'une hospitalisation traditionnelle. C'est le cas quand la maladie elle est en poussée, notamment rénale, quoi. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va réaliser une ponction biopsie rénale pour savoir quel est le type d'atteinte rénale et pouvoir adapter le traitement. On peut aussi être hospitalisé en hôpital de jour pour la perfusion d'un traitement immunosuppresseur ou d'une biothérapie. Ce qui est important de comprendre, c'est que le lupus pouvant toucher beaucoup d'organes, c'est une prise en charge multidisciplinaire qui est normalement requise pour la prise en charge du lupus, quoi. Les patientes qui ont un lupus sont très souvent fatiguées. 90% des patientes décrivent une fatigue, mais qui est une fatigue anormale et qui amène parfois à changer le projet de vie. Alors ça, c'est vrai quand la maladie elle est active, mais c'est aussi vrai quand la maladie elle est inactive. Et un des moyens de diminuer cette fatigue, c'est vraiment l'activité physique. Et il faut essayer d'avoir une marche régulière, 30 minutes 3 fois par semaine, dédiée de manière spécifique à la prise en charge de la fatigue du lupus. Il faut souvent prévenir le risque de complications thromboemboliques, au premier rang desquelles on doit arrêter le tabac. Et puis parfois on est amené à donner de l'aspirine à faible dose pour prévenir le risque de caillot. Souvent au cours du lupus, et notamment quand on est sous corticoïdes, on a un accompagnement diététique qui est important pour éviter les prises de poids anormales quand on est sous corticoïdes. Ce qui est important, c'est que la plupart de nos patientes qui ont un lupus ont une insertion socio-professionnelle garantie ou maintenue.
contrairement à d'autres maladies auto-immunes, les femmes qui ont un lupus travaillent souvent. Elles ont également des enfants, et il est important quand on utilise certains immunosuppresseurs comme le cyclophosphamide d'essayer de donner les doses les moins fortes possibles pour protéger la fertilité. Idéalement, il faut prévoir et accompagner les grossesses. Les grossesses ne sont pas du tout contre-indiquées dans le lupus pour peu que la maladie soit inactive depuis au moins 3 à 6 mois et que la grossesse s'accompagne d'une surveillance régulière. Pendant la grossesse, le médecin va voir sa patiente tous les mois et va adapter les traitements et vérifier qu'il n'y a pas de signe d'activité de la maladie lupique. Enfin, et ça c'est vrai pour toutes les maladies chroniques, il est important que le patient lui-même, la patiente, soit actrice de sa maladie, et donc il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui sont développés qui permettent d'accompagner beaucoup mieux les patientes, de leur faire comprendre quels sont les signes avant-coureurs de la maladie lupique, et comme ça de pouvoir intervenir de manière très précoce en cas de poussée de la maladie. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien évidemment vous rapprocher des associations qui existent, l'Association française du lupus et des autres maladies auto-immunes, l'association Lupus France, le centre de référence à la Pitié. Puis enfin, on a la chance d'avoir réussi à produire un document, un très gros document sur la prise en charge du lupus en France, qui s'appelle le Protocole national de diagnostic et de soins, le PNDS. Ce document est disponible et explique tout ce qu'est le lupus, la prise en charge thérapeutique, la grossesse, le lupus pédiatrique. Et ce document peut être téléchargé facilement sur le site de la Haute Autorité de Santé